Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Très content de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Encore une émission sans notre chef adoré Brice. Donc ce sera moi, Sky, à l'animation pour commencer. J'ai avec moi Cédric Badagous, l'inénarrable Badagous, qu'on retrouve avec plaisir tous les jours sur Twitter, entre deux coups de gueule sur le mercato de l'OGC Nice. Salut Cédric. Salut Sky, ça va? Ouais, Ça toujours, va toujours sans Brice, comme tu dis. Vivement qu'il nous revienne. Ouais, ça manque, c'est un peu comme Sertic qui manque à l'OM, tu vois. C'est Brice ça. manque à Avantinissa. Exactement. Voilà, de Marseille, on va partir très très vite, parce qu'on n'a pas très envie d'y rester. On va se diriger beaucoup plus au nord, dans les grandes contrées du nord et enneigées de Suisse, parce que c'est bien connu qu'au-dessus d'Avignon, pour nous, c'est le nord déjà. Ouais. On accueille avec nous Baptiste Copé de Hop Suisse, que vous connaissez d'ailleurs probablement si vous avez Twitter, qui a beaucoup parlé de Lausanne et de l'OGC Nice ces dernières semaines. Salut Baptiste. Salut, alors comment ça va? Bah, ça va. Merci d'être avec nous et merci de nous partager ton expertise de la Suisse, qui est quand même un championnat qui est invisible vu de France. C'est un peu notre complexe de supériorité par rapport au foot suisse, mais qui ressort à chaque Coupe du Monde. Mais c'est vrai que on va avoir besoin de tes lumières. Ouais, c'est grâce à merci pour Lausanne. l'invitation. C'est grâce à Lausanne qu'on a jeté un œil, c'est clair. Ouais, c'est clair que la deuxième division suisse, c'est pas le championnat qui fait le plus rêver sur Terre. Déjà que la première, c'est pas forcément ce qui fait rêver. Alors la deuxième, c'est clair que c'est assez dans l'anonymat. Et heureusement, Lausanne va connaître la lumière de la Super League l'année prochaine. Bon, est-ce que tu peux un peu nous présenter tes activités pour Hop Suisse ? Avec Opsuisse, on est plusieurs donc à gérer le compte Twitter à Top Suisse, et puis on est un supporter du LS, donc du Lausanne Sport. Moi, je suis plus côté F Session, mais je suis pas mal Lausanne depuis que Ineos est entré à Nice. Et puis on est 2-3 supporters de Servette et puis de Neuchâtel Xamax, donc ça fait tous les clubs francophones de première et deuxième division suisse. Et puis on anime ce compte, on parle du foot suisse, et là il y a un article qui va sortir dès maintenant sur Jordan Lotomba, la nouvelle recrue de l'OGC Nice. Ça fait plus un doute, voire ça sera officialisé. Et puis donc là il y a un article complet avec l'interview de Jérémy Manière, qui avait pu jouer avec Jordan Lotomba à Lausanne entre janvier 2016 et juin 2017. Bon, alors un article qu'on partagera évidemment sur notre compte Twitter, qu'on sera pressé de lire pour un peu mieux connaître Jordan Lotomba, notre futur latéral gauche-droite. D'ailleurs, on va un peu en parler. On va commencer notre page mercato. Très brièvement, Jordan Lotomba, c'est bouclé. On le répète à travers chaque émission. Non pas qu'il y ait un doute sur son arrivée, c'est plutôt le timing de l'officialisation qui pose encore question. Il était question qu'ils finissent le championnat avec Young Boys. Il n'était même pas dans le groupe lors du dernier match qui a vu Young Boys remporter le titre de champion de Suisse. Il y en a encore un ce soir, parce qu'on enregistre lundi, donc le match sera passé au moment où vous écouterez ce podcast, mais voilà, encore un match à venir. Normalement, il est censé arriver dans la foulée. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'il rejoigne le groupe niçois directement en Autriche ? Alors pour l'Autriche, je pense que ça va être compliqué, parce que c'est là, pas très loin la Suisse en plus. Enfin, ouais, c'est un peu la géographie pour les nuls, mais ça l'approche. Ouais, c'est assez proche, même surtout que Berne, c'est encore plus proche que Lausanne. Mais après, pour Jordan Lotomba, est-ce qu'il va enchaîner, ou est-ce qu'on va lui accorder quelques jours de vacances? Parce qu'il faut savoir que le championnat suisse a repris mi-juin, et puis qu'on a une fréquence de matchs de chaque 3 jours. Donc est-ce qu'on va lui laisser un petit moment pour se reposer physiquement? Parce que enchaîner sur une saison complète, ça risque d'être assez compliqué. Mais après, Lotomba, je pense que déjà ce match de ce soir, il ne va pas le jouer, puisqu'on ne va pas prendre de risque depuis sa visite médicale du côté de Berne pour une blessure ou quelque chose comme ça. Donc il va rejoindre, je pense, semaine prochaine, cette fin de semaine, l'OGC Nice, avec, on l'espère, succès. Pas de participation à la Coupe de Suisse, parce que le championnat se termine, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait encore les quarts de finale de Coupe de Suisse derrière. Ouais, alors je pense pas qu'il va aller disputer la Coupe de Suisse, parce qu'il faut savoir que la Coupe de Suisse, on lui a retiré son ticket européen. IB l'a déjà par le championnat, et puis s'il ne joue pas les 2 derniers matchs de championnat, c'est dur d'imaginer, surtout que IB est en train de s'activer pour boucler l'arrivée de son remplaçant, qui devrait arriver assez rapidement d'après mes infos. Ouais, qui jouera peut-être du coup à sa place directement en Coupe de Suisse. Exactement, même si ça oui. fait coupe chocolat, voilà. Cédric. Ouais.
Ouais, non, mais comme vous l'avez bien dit, de toute façon, on sait qu'il a passé sa visite médicale quasiment en même temps que Ronny Lopez, peut-être une journée avant. Donc voilà, on se doute qu'il y a eu un accord derrière. C'est pour ça qu'il n'a pas joué, le dernier match et qu'il jouera sûrement pas le dernier match à domicile des Young Boys pour pas risquer une blessure. Mais voilà, donc c'est bien, il va aller fêter le titre là-bas à domicile. J'imagine que c'est pour ça qu'il est là-bas. Et puis derrière, il va rester. Après, je voulais juste rebondir sur ce que disait Baptiste concernant les jours de repos. On a vu que Ronny Lopez, bon, malgré son drame familial, il n'avait pas l'air d'avoir eu des jours de repos, même s'il avait moins joué que Lotomba, évidemment. Mais je pense pas. Je pense que Lotomba a moins besoin de se remettre physiquement déjà parce que il a terminé la saison, donc physiquement il doit être au top, hein, je pense. Donc il va avoir moins besoin de se remettre physiquement, donc peut-être qu'il va revenir doucement à Nice. Mais je le vois Puis pas on a avoir moins des. besoin de lui, on a moins besoin de lui dans l'immédiat. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne vois pas non plus lui laisser. Il va peut-être avoir quelques jours de repos après son titre avec les Young Boys, puis il va nous rejoindre. Mais voilà, comme on l'a dit, il a pas besoin de se remettre physiquement, moins qu'un Ronny Lopez, par exemple, qui a moins joué. Donc voilà, quand Non, il sera là, il sera opérationnel, je pense. ouais, non, je voyais plus, comme tu le dis très bien, quelques jours de repos. Je pense qu'il va vraiment attaquer à fond avec le groupe dès la semaine prochaine. Mais je disais juste le temps de fêter le titre avec IB donc ce soir, donc lundi, et puis le temps de se déplacer avec quelques jours, parce que forcément que avec ses antécédents aussi un peu de blessures, on va peut-être pas prendre de risque de Ouais. trop forcer sur la machine, étant donné que lui, il a surtout un jeu basé beaucoup sur le physique. Il a une grosse débauche d'énergie. Et il a fait beaucoup de différence depuis la reprise post-corona. On l'a senti vachement affûté, comme si la pause lui avait été bénéfique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil du joueur? Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais ce côté latéral qui a autant joué à droite qu'à gauche au final dans sa carrière. Il y a juste des Ouais. saisons où ça a été plus d'un côté que de l'autre, mais j'ai regardé au nombre de matchs joués, c'est quasiment du 50-50. Ouais, Ouais, j'ai ressorti les chiffres. Cette saison, c'est 27 matchs de Super League, donc de première division suisse. C'est 14 côté droit et 13 côté gauche. Ah Donc oui. là, on peut pas faire plus équilibré. Ok. Et il y a un poste où il a plus performé que l'autre, selon toi? Franchement, pour avoir vu quasiment tous les matchs d'IB depuis la reprise, je le préfère côté gauche, en phase offensive, notamment où il peut plus percuter, plus rentrer un petit peu dans la défense adverse. Après, défensivement, à la ressortie de ballon, avec une équipe qui joue propre à la relance, eh bien, c'est presque mieux à droite parce que ça sera sur son bon pied. Mais offensivement, et c'est là qu'il fait franchement des monstres différences, et pour moi, il est meilleur à gauche. Bon, du coup, c'est lui notre ailier gauche, pour anticiper un peu sur le débat d'après, C'est ça. connaissant Alors, l'amour je de sais pas Patrick si- Vieira pour la polyvalence, mais Je sais pas, Lotomba, il a déjà brillé en tant qu'ailier dans plusieurs matchs. Il a cet atout en fait de vraiment d'avoir une polyvalence qui est sa force. Mais je vois pas quand même qu'on va partir avec lui ailier gauche durant la saison. Je pense pas. Il pour pourra toi, ça... dépanner. Il pourra Oui, il dépanner. pourra mais dépanner, voilà. ouais. Il pourra dépanner, ouais. Ça peut s'imposer, parce que c'est quand même un joueur qui est titulaire, qui a un prospect assez intéressant. Je pense pas que Nice était le seul club sur le dossier, même si c'est vrai qu'on le suit maintenant depuis 3 ans. Euh, pour toi, c'est quoi? Il vient cette année comme remplaçant pour s'adapter à la Ligue 1 et prendre le niveau du championnat. Et à terme, il est censé remplacer Youssef Attal. Alors je sais pas si le but est de remplacer Youssef Attal. Après, Youssef Attal Lotomba, qui est ce qui censé va. être partant l'été prochain. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que Ouais, non, mais je pense qu'il normalement, y le a, il y a départ est cette optique, programmé. oui. Mais Lotomba, je pense que cette saison, il va venir pour découvrir la Ligue 1. Après, il faut savoir que il a déjà des expériences européennes, il a déjà fêté des titres, on l'a dit, avec IB notamment. Il a eu des débuts qui étaient vraiment très prometteurs en Europe. Après, il y a eu une petite période de blessure. Et puis, il est revenu au printemps 2019 avec une saison pleine cette saison. Mais je pense tout de même qu'il va partir en tant que remplaçant, mais que au fur et à mesure, il va être amené à devenir un titulaire puisqu'il a un fort potentiel encore à développer. Et puis, je pense qu'il acceptera un rôle de remplaçant dans son caractère qui est vraiment. Il aime apprendre, il a envie d'être là pour apprendre, il a l'écoute, il est intelligent. Et je pense que dans un premier temps, il jouera les doublures et il sera amené à devenir titulaire assez rapidement. Puis c'est un très Ouais, jeune joueur, ouais, 21 et de ans. par, C'est un très jeune joueur, oui, avec de l'expérience. et de par sa polyvalence, le fait qu'on va avoir Il aura du temps de la jeu. Coupe d'Europe à jouer, il va forcément jouer des matchs, c'est évident. Ouais.
D'accord, bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur le Tomba qu'on a décidément hâte de découvrir, parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle, 3 ans que c'est dans les petits papiers du club, et là, depuis le printemps, que c'est censé être imminent, donc on aura le plaisir de découvrir courant du mois d'août, du coup, très certainement. Oui, et il faut On- aussi dire sur l'Otomba que c'est 7 millions, mais que Ineos rattrapera une certaine somme puisqu'il il vient de Lausanne, il a été formé à C'est vrai. Lausanne, donc Ineos rattrapera une certaine somme. Il Au final, s'auto-injecte de l'argent. au final, il aura coûté aussi cher que Attal et Camara réunis, hein, Exact. à quelque chose près, donc bon. C'est vrai. C'est vrai. Petit clin d'œil mercato. On va embrayer sur on va dire un espèce de micro-débat, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de rumeurs mercato à vous donner aujourd'hui, sachant que là, on entre vraiment dans la phase 2 où on est dépendant de départ avant de pouvoir racheter. On pense notamment à RL et Cyprien, qui sont un peu les deux gros dossiers en attente, qui pourraient libérer déjà des liquidités, et plus particulièrement pour Willian Cyprien, une place au milieu de terrain pour éventuellement un gros numéro 8. La question qui s'est quand même beaucoup posée suite au dernier match, et Baptiste, hein, si tu veux y participer, vu que je sais que tu as notamment vu la dernière rencontre de l'OGC Nice, c'est sur la nécessité de recruter un ailier gauche. Donc on sait que Patrick Vieira se tâte un peu sur cette possibilité, puisqu'on a déjà quand même, on a Guiri, on a Miziane, même s'il ne l'a pas cité, on a Alexis Claude Maurice qui a joué à ce poste-là la saison dernière. Éventuellement Dan Endoy, et ça on en parlera après avec Baptiste tant qu'on l'a avec nous pour le football suisse. Messieurs, pour vous, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de recruter un ailier supplémentaire, après Ronny Lopez, bien entendu? Plutôt quel profil? On avait commencé un peu le débat quand on avait parlé de la rumeur Bouanga, mais là, compte tenu des dernières performances des joueurs qu'on a cités, est-ce que pour vous, ça s'impose? Moi, alors forcément, le match amical contre l'équipe, je vais pas citer le nom parce que ça va être trop compliqué, contre DAC. Le FC DAC, voilà, très Ouais, bien. voilà, c'est ça. Le match de Gouiri, il a dû faire réfléchir Vira, notamment dans le fait qu'il ait dit dans Nice Matin, quelques jours auparavant, il a cité Gouiri dans le potentiel ailier gauche, donc c'est qu'il doit y penser. Son match a dû confirmer un peu le fait qu'il mérite une place peut-être dans le 11. Voilà, après, on a fait un débat sur Twitter avec le compte Avantinissa, d'ailleurs sur ça. À juste titre, certains tweetos ont dit que si forcément tu mets Guira à gauche, ben, tu te retrouves sans doublure de Dolberg en fait. Donc tu te retrouves à déshabiller Paul pour habiller Jacques un peu. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que Guiri peut jouer à gauche parce qu'il a un profil intéressant. Il a une capacité à jouer collectif, tout ça. Il a l'air de bien s'entendre avec Dolberg, donc je pense que ça peut marcher. Mais après, je préférerais peut-être un vrai ailier gauche. Bon, on avait cité Bouanga lors du dernier épisode, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est vrai que je préférais un vrai professionnel du poste, on va dire. Et quand tu dis un professionnel du poste, tu miserais sur un jeune à fort potentiel, un joueur plus confirmé. Non, forcément plus confirmé. On a eu le débat la dernière fois. C'est vrai qu'on Ouais, mettrait les on sous sait sur que ce poste-là. On avait dit bah avec ouais, Alexandre de Castro qui nous accompagnait. Mais bien sûr, on sait qu'on a pas énormément dépensé d'argent et que malgré le fait que RL et Cyprien ont pas pléthore d'offres pour l'instant, ils vont être vendus à terme. Donc voilà, mais on n'a pas dépensé énormément d'argent, donc forcément tout le monde se dit que on pourrait peut-être balancer un billet de 20 millions sur un vrai ailier gauche qui peut encore t'apporter dans l'animation offensive. Baptiste, de ton œil extérieur, qu'est-ce que tu as pensé de l'appréciation des Aiglons, notamment à ce poste-là? Bah déjà, je suis désolé pour le FC DAC, mais il y avait vraiment, j'ai trouvé le niveau de l'opposition assez faible. Ils ont Donc, battu l'OM, hein, pourtant. Enfin, ouais, avec mais Avec la même franchement, équipe j'ai trouvé quasiment. très la faible. même équipe, ils ont battu l'OM. Mais bon. Ouais, mais alors, je sais pas ce qu'on fait l'OM dans ce match-là, mais j'ai trouvé vraiment l'opposition assez faible. Et puis, je vais pas être très original, je rejoins vachement Cédric sur le fait que euh, on peut partir avec Gouiri, mais je verrai quand même si on peut. Et comme il dit, on n'a pas encore beaucoup dépensé d'argent sur cette fameuse enveloppe de 80 millions. On peut se permettre, je pense, d'aller chercher un ailier gauche. Et là, ben, je rechercherai, comme il l'a dit, quelqu'un d'un peu plus confirmé, parce que si c'est pour aller chercher un jeune à fort potentiel, autant partir avec Gouiri. J'entends Ou Claude Cédric Maurice. rigoler parce qu'il a entendu 80. C'est moche. Ouais, non, C'est moche, ah non, Cédric. j'ai pas rigolé, Mais mais c'est le ça petit, m'a fait sourire. C'est beau, c'est le c'est beau. petit, ce petit Ça côté, m'a- petit côté suisse. 80,
Non, mais 8 ans, Non, mais c'est ça très, se très, très bien. comprend et c'est plus logique en plus de toute façon. Exactement. Donc voilà, oui, donc bon, on en revient à cette histoire de nécessité pour nous de recruter un ailier gauche. Après le profil expérimenté, jeune à fort potentiel, jeune avec déjà un peu d'expérience comme Dolberg ou le Tomba, qu'on citait tout à l'heure avec une expérience de l'Europe. Ça, on a toute confiance dans le club pour trouver le profil idoine. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que autant que Guiri a fait un gros match et je pense qu'il est aujourd'hui assez jeune pour jouer un peu à tous les postes devant, à voir où est-ce qu'il se fixera à terme. Mais comme tu dis, Cédric, après, ça pose un autre problème en pointe si on commence à l'installer durablement à gauche. Mais il y a cette nouvelle blessure de Misiane qui fait Ouais. que Lui, il les enchaîne aussi. Hein. c'est certes pas une blessure grave, parce que je pense qu'il en a pour 2-3 semaines, mais comme tu dis, il les enchaîne. Donc est-ce que tu peux vraiment te dire, en partant dans une saison à 50 matchs, que tu comptes Misiane comme un potentiel titulaire du poste et pas un intermittent du spectacle? Bah, c'est ça, parce que là de valeur, de valeur fiable, vraiment sportivement et sans compter les blessures, tout ça, tu pars avec Dolberg, Gouiri, Claude Maurice, on va dire, parce que derrière, tu as Brazao qui est très jeune, qui a montré, qui a un potentiel, qui a montré des choses, mais ça a l'air d'être encore relativement tendre, on l'a vu dans la prépa. Et t'as Misiane voilà, qui enchaîne un peu les blessures, qui a fait un bon match contre Dak, mais qui s'est blessé. Donc tu te dis, voilà, est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui et sportivement et physiquement? C'est sur ça où l'interrogation va se poser. Donc voilà. Après, il y a le cas Ndoye dont on va parler, qui va soit arriver ou peut-être repartir, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on va pouvoir le compter dans la rotation offensive? C'est un autre débat. Alors parlons-en de Dan Ndoye, du coup, recruté cet hiver, mais reprêté dans la foulée à son club, du coup à Lausanne Sport, hein, notre club filial présent. C'est un peu moche à dire, mais bon, il y a une hiérarchie qui a été très clairement établie par Bob Radcliffe. C'est Nice le club fanion et Lausanne qui est un peu la filiale. En attendant le troisième club qui va sûrement en plus s'intercaler entre les deux. Donc ça va un peu, bon, on aura un débat plus long sur Lausanne après. Baptiste, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Dan Ndoye? C'est un joueur qu'on ne connaît forcément pas du tout en France. On a cru comprendre à distance que il y avait quand même un certain potentiel, que c'était un joueur assez observé et pas inconnu des recruteurs européens. Mais de l'extérieur, ça n'a pas non plus l'air d'être un poutocrac. Enfin, il affole pas les statistiques en D2 suisse. Et Ouais, statistiquement, c'est 7 buts, 9 passes décisives. J'avais noté du coup du côté. Il a pas une bonne survolé saison, mais est-ce qu'en D2 Suisse, est-ce que tu le vois, non, bien sûr pas comme titulaire, mais déjà s'imposer dans le groupe pro l'année prochaine à l'OGC Nice? Bon, alors tout d'abord, on va commencer que Dan Ndoye, c'est sûr, clair, net. C'est un joueur vraiment très intéressant et à fort potentiel. Là-dessus, je pense que personne vous dira le contraire en Suisse. Après, comme le relevait Cédric, il a des stats qui sont vraiment pas très, très folichonnes cette année, avec 30 matchs disputés en Challenge League, donc en D2 Suisse, 5 buts, 8 assists. C'est le 5e buteur du Lausanne Sport qui possède dans ses rangs les 2 meilleurs buteurs de Challenge League, donc Turques et Zekiri. Et puis, il a une grosse influence dans le jeu, par contre, et puis il dépense beaucoup d'énergie, en particulier après le coronavirus, où la pause, il a eu un petit moment de blessure, et on a senti que c'était à ce moment-là que Lausanne a repiqué un petit peu du nez, donc il a vraiment une immense influence sur le jeu du Lausanne Sport. C'est un dribbleur, il aime percuter, il a un bon physique, il a une belle pointe de vitesse, mais par contre, eh bien, il a commencé vraiment sa carrière lors de la saison 2018-2019, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début de celle qu'on vient de terminer, eh bien, il était encore sur le banc. Donc vraiment, l'expérience, il n'en a pas énorme. Il a disputé un match de Coupe de Suisse contre Bâle, avec un joli parcours en Coupe de Suisse d'ailleurs de Lausanne, où il a été très intéressant durant la deuxième mi-temps, où il a percuté, etc., face à un cadre de notre championnat suisse. Mais je pense quand même que pour lui, pour Nice, pour Lausanne, un prêt d'une saison en Super League pour découvrir la D1 suisse sera bénéfique pour tout le monde. D'autant plus en sachant que Claude Maurice, venu de Ligue 2, a mis un petit moment à s'adapter à la Ligue 1 en enchaînant les matchs. Ndoye n'enchaînera pas les matchs à Nice. Ouais, sachant que c'est un meilleur championnat, la Ligue 2, et qu'il a fait une plus grosse saison en plus. Ouais, la D2 suisse et la Ligue 1, c'est un gouffre, c'est un écart qu'on peut même pas imaginer à mon avis. Et du coup,
faudrait pas le griller non plus, surtout que je sais que, vu les débats sur Twitter, il y a 2-3 supporters niçois qui sont vachement impatients. Mais il faudrait pas le griller trop c'est le vite. sud, hein, tu sais, c'est la chaleur, ça nous rend un peu nerveux et impatients. Mais, Ouais, mais il faudrait pas le griller. Je pense que c'est pas le but d'Ineos. Et franchement pour Lausanne de le compter dans ses rangs, ça va être bénéfique pour lui, ça va être bénéfique pour Nice parce qu'il va pouvoir jouer à un niveau plus élevé. Et aussi pour le joueur qui connaît l'environnement. Donc pour moi, cette saison, Endoy, c'est un prêt, même si ça semble vraiment de pas être ce qui est envisagé du côté de Nice. Pour moi, la priorité, c'est un petit prêt d'une année, voire de 6 mois pour découvrir la D1 suisse. c'est quoi son poste préférentiel? Alors, faut dire que Lausanne, je l'ai dit, a les 2 meilleurs buteurs de Challenge League dans ses rangs, donc Turques et Zekiri. Il évoluait plutôt ailier droit. D'accord. Bon, après, il n'y aura pas une concurrence folle à droite, a priori. Il y aura Ronny Lopez devant, mais. Moi, il y a pas grand monde derrière Ronny Lopez, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. S'il vient vraiment à ce poste, sachant que, comme on l'a répété plusieurs fois, il y a au moins 50 matchs à faire dans la saison qui va arriver. Donc, potentiellement, il va quand même avoir un peu de temps de jeu. Après il a bien dit, Baptiste, le fait que Lausanne monte et d'avoir Ineos, on se doute. Je connais pas très bien le niveau de la D1 suisse. Mais avec Ineos, Lausanne peut-être espérer jouer le top 4, top 5 de Suisse, peut-être. Et donc, ça peut déjà être une progression pour lui de s'aguerrir en D1 suisse et de viser un peu ces places-là. Donc, bien sûr qu'il va il va falloir y réfléchir à ça. Est-ce que la marche n'est pas trop haute directement d'arriver à Nice? Est-ce qu'il ne faudrait pas le laisser peut-être un an de plus Ne serait-ce que pour enchaîner les matchs. On sait qu'à cet Exactement, âge-là, oui. c'est Il précieux a plutôt de 19 faire une ans, bien saison sûr. à 35 matchs qu'une à Ben 5 oui. matchs. Et Même puis si le ça niveau est en va, dessous. voilà, et puis ça va te donner aussi une indication. Il a 19 ans. S'il fait une saison entre guillemets dégueulasse en D1 suisse, derrière tu te dis Ouais, tu peux encore le la marche, reprêter une troisième saison, quoi, voilà, parce la que marche elle est encore haute. La marche elle est encore haute à Nice, quoi. Tu te dis parce que je pense qu'il y a encore un écart entre la D1 suisse, à part les top clubs comme Bâle, tout ça, ou Young Mhm. Boys qui ont un niveau européen. Mais performant. derrière ça, voilà. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. Mais donc encore une fois, si tu comptes pas Endoy dans ta rotation offensive, il te manque encore au moins un ailier, au moins. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça te surprend comme mouvement de voir Nice, que ce soit le premier joueur qu'on aille chercher à Lausanne, ce soit Dan Ndoye et pas Zekiri, par exemple, qui est quand même lui annoncé vraiment comme le crack absolu du club. Ouais, alors j'ai été étonnamment surpris quand j'ai vu que c'était Dan Ndoye le premier à ouvrir et inaugurer la liaison Lausanne-Nice. Mais après, il y a une logique derrière et Bob Radcliffe l'a très bien dit dans les médias suisses. Si Lausanne ne pouvait pas compter sur Nice, eh bien Ndoye serait déjà parti du club vaudois l'été passé, voire cet hiver. Mais grâce au fait d'avoir Nice dans l'univers Ineos dont fait partie Lausanne, eh bien, ça ouvre des perspectives aussi pour les jeunes joueurs vaudois. Donc, c'est grâce à ça que Ndoye est resté à Lausanne plus longtemps. Après, il faut se dire aussi que Ndoye, il a vraiment commencé à jouer lors de la saison 2018-2019 et il a uniquement une saison pleine en tant que joueur. Après, à cet âge-là, c'est simple, soit on a le déclic, soit on l'a pas. Et franchement, s'il vient à Nice, je lui souhaite de tout cœur qu'il ait le déclic hyper rapidement au risque de se griller. Mais Andy Zekiri, pour moi, c'était vraiment le plus gros potentiel de Lausanne. Les stats le confirment. J'ai sorti cette saison, c'est 33 matchs de championnat, 17 buts, 8 assists. Ah oui, quand même. Il a été plus impressionnant. Il est ciblé par balle. Il lui reste une année de contrat. C'est très bizarre du coup ça. Du coup, je te coupe, hein, désolé Baptiste, mais en plus Zekiri joue à un poste où on cherche quelqu'un dans un club filial de Nice. Et on ne s'est pas vraiment jeté dessus, quoi. Alors que, enfin, je sais pas, j'ai pas son prix en tête, combien il peut coûter un Zekiri et Après, à un an de la fin de son contrat en sortant de D2 Suisse, j'imagine que ça coûte pas non plus des millions d'euros. Ouais, est-ce que, parce que, la question elle va être et la réponse ça va être logique, mais c'est forcément super à Ndoye vu ses stats. Oui. Est-ce que tu penses que lui, Zekiri, il aurait pu presque être titulaire immédiatement à Nice sur l'aile gauche?
Alors, je ne sais pas titulaire immédiatement, parce que de nouveau, ben, le niveau des deux Suisses à Ligue 1, l'écart, il est énorme. Mais j'aurais misé plus sur la possibilité que Zekiri s'impose à Nice que Ndoye, surtout pour cette saison directement à venir. Ndoye, il a une année de moins que Zekiri, mais Zekiri, il a des grosses offres. Il avait déjà Bâle cet hiver, Bâle qui revient à la charge cet été. Il est à 1 an de la fin de son contrat, et je souhaite juste pas que Ineos s'en morde les doigts s'il vient à quitter Lausanne, donc Ineos. Ah. Il a quel âge, Zekiri? Zekiri, il est de 1999 et Ndoye de 2000. Donc il y a une année de différence, mais Zekiri, il a un peu plus d'expérience. Ah, il a que 20 ans, quoi. Il va avoir 20, ou il va avoir 21 ans, ou s'il les a pas encore eu, quoi. Donc, et puis il est même ciblé par des clubs étrangers. Il y a un article qui est sorti aujourd'hui. Il est même ciblé à l'étranger, et puis il fait franchement des belles impressions avec la Suisse M21, notamment un match contre les Bleuets où Lotomba et Zekiri avaient crevé l'écran. C'est le match du fameux but de Lotomba qui efface. Exact, qui efface. Je pense que Pelmar va encore avoir quelques cauchemars en le voyant arriver à l'entraînement. Et il y a aucune rumeur sur la, parce qu'on en a un peu parlé, on a vu, tu me diras si je me trompe, Sky, mais on a un peu entendu le nom de Zekiri à Nice quand même. Est-ce qu'on l'a un peu entendu parce que c'était vrai, ou est-ce qu'on l'a un peu entendu parce qu'on en a parlé nous et ça nous a dépassé, comme souvent. Comme souvent, ça aussi, mais là-bas en Suisse, Baptiste, il n'y a pas du tout d'intérêt de Nice pour Zekiri de ton côté? Franchement, dans les médias et selon un peu les infos que je peux avoir, Zekiri au GC Nice, j'ai jamais entendu dans la même phrase. Mais par contre, je sais que son agent a de très bons contacts avec le GC Nice. Il est déjà venu visiter les installations, etc. Mais est-ce que c'est pour Zekiri? Je ne sais pas. Mais après, franchement, je ne vois pas Zekiri partir à Nice. D'autant plus qu'il est très attaché au Lausanne Sport et qu'il souhaite découvrir la Super League avec Lausanne. Est-ce que Ineos va le garder, ou alors est-ce que les offres seront trop importantes pour les refuser? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air vraiment de vouloir rester une année de plus pour aider quitte à Lausanne. Partir en fin de contrat et avoir encore des meilleures propositions d'ailleurs. Exactement. Si tu dis qu'il reste qu'un an de contrat. Est-ce que une dernière question sur Zekiri qui n'était pas le sujet de l'émission, Cédric, ou... Non, mais c'est vrai que c'est en résumé. En résumé, pour Ndoye, surtout patience. On va éviter de l'attendre, voire même, ça serait une bonne idée qu'on ne le voit pas cette saison à l'Alliance Riviera. Ben, comme je l'ai dit, pour tous les partis, je pense que c'est vraiment la meilleure idée, autant pour Lausanne que pour le joueur, pour Nice, qui viennent s'aguerrir encore une saison, d'autant plus que Lausanne est montée en Super League, où il va pouvoir enchaîner les matchs, avoir du temps de jeu, etc., ce qu'on ne peut pas forcément lui promettre à Nice. Et aussi, psychologiquement, si on rate ces 2-3 premiers matchs dans un nouveau club et on s'est attendu, psychologiquement, ça va être plus compliqué. Là, il est dans un environnement qu'il connaît. C'est un club jeune dans lequel il est formé. Et franchement, je ne sais plus la durée de son contrat. Elle m'échappe avec le GC Nice. Mais par contre, vraiment, c'est peut-être perdre une année, mais en gagner beaucoup par après. Ok, bon, puisque tu parlais de Lausanne, ça va être la deuxième partie de notre émission. Comment parler un peu de notre du second club de la famille Ineos, qu'on a appris nous à connaître depuis le rachat l'été dernier par la famille Radcliffe, qu'on a un peu plus connu avec cette histoire de recrutement de Dan Ndoye. On a suivi un peu. On avait faim, nous le championnat il s'est terminé, donc on a un peu suivi la D2 Suisse à travers les résultats de Lausanne pour voir s'il montait. Puis on se doute bien aujourd'hui qu'on a tout intérêt à ce que Lausanne soit en première division suisse, notamment si on a des jeunes joueurs à prêter. C'est vrai que c'est pas une hypothèse qui pour l'instant est trop étudiée, ou en tout cas publiquement n'est pas trop étudiée par l'OGC Nice, mais on peut imaginer qu'on ait certains jeunes qui fassent une étape par Lausanne entre la réserve et l'équipe 1 de l'OGC Nice. Alors, nous, on avait un peu suivi, on s'était un peu renseigné quand Ineos a commencé à s'intéresser à l'OGC Nice. Cédric, tu me coupes si je dis une bêtise, mais on avait un peu observé de loin ce qu'ils avaient fait à Lausanne. On va pas se mentir, sur le moment, ça faisait quand même pas trop rêver, parce que les débuts d'Ineos à Lausanne, ça a été assez compliqué et assez chaotique.
On avait vu déjà le premier truc qu'on avait remarqué, je sais pas si tu te rappelles, c'était le coup qu'ils avaient un peu changé le logo. Ça avait fait un Ouais. peu grincer des dents là-bas, on l'avait Ils vu. avaient mis le logo d'Ineos dans le sport de Lausanne. Là, ils ont remplacé le haut. Voilà. Alors, c'est dit, s'ils font pareil à l'OGC Nice, va y avoir un Ouais, souci, ouais, quoi. ouais, Et donc ils ont mis du non, petit orange aussi. Ils ont mis du petit c'est orange. Donc, ça, nous, du orange et orange. noir, on n'était pas prêts. Ouais, je pense que River là-dessus, il a dû dire calme-toi, garçon, parce que ouais, c'est pas Lausanne quoi. Ici, hein, ça peut vite crier aussi. Donc non, non, c'est pour ça. Après, pour de suite te poser une question, Baptiste, comment c'est perçu, on va dire, à Lausanne le fait qu'il soit un peu pas le sous-club de Nice, parce que c'est un peu médisant, mais voilà, le club inférieur, le deuxième club d'Ineos, celui qui, on va dire, qui s'occupe un peu le moins. C'est bien perçu, ils sont un peu dégoûtés. Comment ils voient Ineos de Lausanne? Alors déjà, Ineos, quand ils sont arrivés, effectivement, il y a eu plusieurs erreurs au niveau communication, où ils ont acheté des grands noms, entre guillemets, des très bons joueurs et des joueurs confirmés de notre championnat pour venir à Lausanne, et ils les ont rachetés, je crois, en janvier 2018, si je ne me trompe pas, et ils font 6 mois qui sont assez médiocres, et ils coulent en D2. Donc pour l'arrivée, c'était pas super. Et là, depuis le rachat de l'OGC Nice, on n'en a pas beaucoup entendu parler du côté de Lausanne. Par contre, il y a eu un épisode où là, les supporters se sont un petit peu dit qu'ils étaient gouvernés depuis Nice. C'est le 4 juin avec le licenciement de Pablo Iglesias, qui était le directeur sportif, et de Léon Arthur. Et ils ont été remplacés par Souleymane Cissé, donc qu'on peut se douter qu'il a été placé là par l'OGC Nice. Là, ça a fait grincer des dents parce que cette décision, elle était clairement injustifiée vu le championnat que faisait Lausanne, surtout pour Pablo Iglesias qui était vraiment une épaule importante dans le vestiaire lausannois. Le timing aussi, il était horriblement mal choisi à quelques jours de reprendre le championnat. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences parce que là, s'il y avait eu des conséquences, notamment que Lausanne ne serait pas montée directement ou aurait dû passer par un barrage, eh bien là, ça aurait fait vraiment grincer des dents, mais on est en train de se rendre à l'évidence que Lausanne est inférieure à Nice et que Nice a son mot à dire aussi sur la gestion du Lausanne Sport. Sachant qu'il y a Souleymane Cissé qui était notre chef scout zone Afrique, qui a aussi un peu bossé pour les Girondins de Bordeaux en parallèle. Bon, c'est pas très net tout ça, mais bon voilà, qui se retrouve débarquer chez vous. On sait que Julien Fournier n'est plus uniquement directeur général de l'OGC Nice, mais directeur du football à Ineos. Donc on se doute bien que par cette promotion en termes de titres, il va aussi chapeauter Ah, il va avoir son mot il à va dire aussi sur. chapeauter Ouais. la politique sportive de Lausanne et sans dire que Souleymane Cissé est un sous-fifre de Julien Fournier, c'est en tout cas Oui, un c'est ça. associé ou un homme de confiance de Julien Fournier. On se doute bien que Lausanne va être là aussi pour servir les intérêts de Nice. Et c'est totalement logique, on comprend la démarche d'Ineos qui a vraiment de grandes ambitions dans le monde du football et dans le monde sportif en général. Par contre, là, on s'est vraiment pris le 4 juin, les supporters de Lausanne sont vraiment dit, là, ok, on n'est plus tout seul, l'Ineos, c'est des affairistes, on voit le football comme un business et non comme une ferveur populaire. Par exemple, à de nombreuses reprises, Bob Radcliffe n'a pas hésité à dire que depuis 20 ans, ça avait été gouverné par des gens locaux et qu'il ne s'était rien passé et qu'au final, peu importe qui est dans le club, seul le résultat compte pour les gens. Et là, Lausanne, oui, ça grince un petit peu des dents de ce côté-là. Et Souleymane Cissé, dans la communication, et de Bob Radcliffe, on le présente surtout comme étant à l'origine de l'académie d'Abidjan. Oui. Et on n'évoque pas du tout les Girondins de Bordeaux ou le GC Nice dans son parcours. On évite de froisser en parlant des voisins français, du coup. Ouais. On arrondit un Voilà. peu les angles, quoi. C'est ça. Ouais, je sais pas, en tout cas, il est là pour ses qualités de formateur et Mmh. de l'académie pour promouvoir les jeunes. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est là et c'est comme ça qu'ils ont validé son profil envers les supporters. Hein. Et tu parlais de résultats sportifs. Du coup, on sait qu'Ineos, quand même, à leur arrivée à Lausanne, on peut pas dire qu'ils ont pas mis la main au portefeuille parce que je crois ils ont quand même restructuré pas mal de choses, acheté pas mal de joueurs, donc ils ont dépensé de l'argent. Tu penses que la continuité en D1, ça va être malgré tout de remettre un peu d'argent et d'avoir une équipe compétitive pour jouer le haut de tableau en D1 suisse. Le but, c'est un peu la même communication qu'à Nice, c'est-à-dire de viser l'Europe à moyen court terme.
Bah, dans la communication, on reconnaît que Lausanne est un peu chapeauté par l'OGC Nice parce que c'est exactement la même communication au final. Bob Radcliffe qui donne des interviews depuis que la promotion est acquise par Lausanne. J'ai sorti quelques phrases. C'est exclu de faire de gros investissements. On doit être plus attentif à l'argent qu'on dépense. Nous ne répéterons pas les erreurs déjà commises ici. Il faut se dire et il faut se rappeler qu'en 2018, lors de l'arrivée d'Ineos, Ineos avait fait vraiment un joli recrutement en allant chercher des joueurs confirmés comme Simone Rapp ou Margiotta, si je me souviens bien. Et puis, on avait été chercher, par exemple, des noms un peu clinquants comme style Enzo Zidane. Et au final, ça avait été, finalement, ça avait été un fiasco total et Lausanne avait fini par couler. Donc là, ils se sont reconstruits en axant beaucoup sur les jeunes et on a senti limite un changement de politique au sein du Lausanne Sport depuis cette descente, avec beaucoup de jeunes qui sont sur le terrain, et puis des jeunes qui ont fini. Là, il y en a deux qui ont été très en vue, par exemple Isaac Schmidt ou Gabriel Barès, qui pourraient à terme peut-être intéresser le GC Nice avec des premières qui étaient vraiment très intéressantes dans le championnat de D2 Suisse. Mais cette année, l'ambition, je pense que ça va être le maintien dans la partie allemande de la Suisse. On parle de Lausanne comme clairement candidat à l'Europe, puisque Servette, qui est monté de D2, s'est qualifié pour l'Europe cette saison, dès sa première saison. Mais du côté de Radcliffe, on dit non, cool, c'est d'ici 3 ans, on vise l'Europe, nous on a un projet sur 3 ans, on ne veut pas aller trop vite. Et c'est un discours qui nous rappelle bizarrement quelque chose. Dans la communication, c'est la même chose. Ineos veut pas brûler les étapes et en même temps, on sent qu'il se rappelle aussi des erreurs commises à Lausanne. Et c'est pour ça que quand moi, j'ai vu qu'Ineos s'intéressait à Nice, je me suis dit, j'ai essayé de calmer un petit peu les quelques supporters niçois qui soyaient déjà en Ligue des Champions. Je me disais cool parce que à Lausanne, il y a eu pas mal d'erreurs. Ils ont appris de ces erreurs et on sent qu'ils veulent absolument plus les recommettre. Bon, après, ici, ils peuvent s'appuyer sur la direction de Rivera et de Fournier. Ils ont gardé les hommes en place qui jusque-là faisaient du bon boulot. Je pense que aussi c'était dans cette volonté d'éviter, de s'appuyer sur des experts du foot et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Rapidement, le championnat suisse, si tu peux nous en faire un briefing, parce que tu disais que finalement une équipe qui monte peut accrocher l'Europe. Il n'y a que 10 équipes, c'est ça, dans le championnat? Alors oui, il y a eu des discussions. Donc oui, effectivement, ça a 10 équipes. Il y a eu des discussions quand on ne savait pas si on allait trop reprendre pour le coronavirus. Et Lausanne s'était mis... clairement, c'était positionné pour qu'on augmente le championnat à 12 équipes, ce qui faisait que lui était automatiquement promu, parce qu'il faut savoir qu'un championnat à 10, quand on a les 4 premiers qui sont européens, oui, c'est ça que j'allais te demander. En fait, on évite européen et on évite barragiste, quoi. Donc c'est un peu le problème du championnat suisse. Ça se passe comment les 4 premières places? Du coup, c'est disposé comment, Ligue des Champions, Europa League chez vous? Alors je sais plus parce que ça change chaque année, parce qu'on a vraiment un indice UEFA qui est pas terrible. Cette année, je crois que le premier c'est Ligue des Champions et les 3 d'après Europa League, mais je veux pas dire de bêtises. D'accord. Mais on a vraiment un indice UEFA en fait qui fluctue, qui est beaucoup modifié d'année en année. Donc à chaque fois, c'est vraiment les places, elles changent. À un moment, on était automatiquement qualifié en Ligue des Champions. Après, on doit passer 2 tours. Après, on doit passer. Il y a eu des belles années du FC Bâle qui avait fait un 8e de finale de Ligue des Champions il y a quelques années, qui avait dû rapporter beaucoup de points. Et c'est vrai que même en Europa League, au final, on va pas se moquer parce qu'en France, on est quand même les spécialistes pour faire de la merde en Europa League, mais on n'a pas l'impression non plus que ce soit un championnat où les clubs suisses s'éclatent. Après, quand tu es le seul club comme ça à représenter en Europe, ça doit être dur de faire monter le coef quand même, je pense. Oui. Ouais, exactement. Bâle, quand ils avaient fait demi-finale d'Europa League, ils avaient aussi fait quelques 8e de finale de Ligue des Champions. Forcément que ça avait fait augmenter. À un moment, on se retrouvait presque avec le 6e du championnat qui était européen. Donc c'était soit on était européen, soit on était relégué limite. Donc là, je viens de ressortir. Donc le premier championnat. C'est un peu ça en fait. Mon club de cœur, qui est le FC Sion, se retrouve barragiste, mais ils sont à 13 points d'une place d'Européen, quoi. Ouais, c'est... Ouais. Donc on est vite en haut, vite en bas. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu le problème du championnat suisse. Et on a essayé déjà 2 fois d'augmenter à 12 équipes le championnat suisse. Mais les 2 fois, ça n'a pas passé. La dernière fois, c'était dans le cadre de la reprise concernant le coronavirus. Et au final, on a pu repartir. Et les clubs ont dit non, on reste à 10. Et dans ce contexte, je pense que Lausanne, dans la montée, parce que c'est assez rare, hein, je disais Servette qui est européen dès sa première année, c'est quand même assez rare. Par contre, il faut quand même se dire que Lausanne,
certes, ils ont des moyens et ils sont vraiment attendus avec un effectif de qualité et un jeu intéressant, mais Lausanne va se heurter aussi un peu à la réalité, et je pense, pour avoir discuté avec quelques supporters, que déjà le maintien serait une victoire, parce qu'ils savent quand même d'où ils viennent, que tout n'a pas été facile en cette fin de saison, et puis que s'ils jouent comme la fin de saison, ça va être très compliqué de se sauver. Mais après, moi, personnellement, pour avoir suivi Lausanne, je vois quand même Lausanne, on va dire, entre les places 4 et 8. Ah, mais 4, ça fait Coupe d'Europe, du coup. 4, ça fait rien, Coupe d'Europe. tu y es vite. Ouais. Cédric, est-ce que tu as une question de plus sur le championnat suisse qu'on aime découvrir, hein, du coup, mais Pas je pense vraiment que c'est sur le pas championnat jusque-là. suisse, mais du coup, comment parler de Coupe d'Europe? On a vu dans la semaine que c'est toi, Baptiste, qui a tweeté là-dessus, que le groupe Ineos avait commencé à se renseigner auprès de l'UEFA parce qu'en fait, apparemment, selon l'UEFA, on a pu lire, c'était interdit d'avoir deux clubs appartenant au même boss, on va dire. C'est interdit en Europa League, donc apparemment, ils se sont un peu rapprochés de l'UEFA pour ça. Tu peux nous en dire plus, du coup? Ouais, il y a des démarches qui ont été amorcées auprès de l'UEFA. Après, hein, pour connaître un petit peu le cas, pour avoir lu le cas Red Bull Salzbourg et RB Leipzig, ça doit pas être très compliqué de pouvoir s'arranger, Contourner ça, ouais, c'est ça. de pouvoir contourner. Donc je me fais vraiment pas de soucis. Si cette saison Nice était européen et que Lausanne gagnait la Coupe suisse, bon, maintenant elle est déchargée d'un ticket européen, mais à l'époque où ils étaient encore en lice dans la compétition, je me suis dit, s'ils vont au bout, eh ben là, il y aura problème. Mais heureusement, Lausanne n'a pas gagné la Coupe suisse, il n'y a pas de problème cette année, et Ineos semble avoir quand même anticipé. Ouais, s'ils se renseignent, c'est qu'ils doivent avoir un peu dans un coin de leur tête quand même que Lausanne peut à court terme être européen. Ouais, je pense qu'à court terme, oui, mais après, je pense qu'ils font les démarches parce que, comme on l'a dit, en Suisse, on est très vite en haut et Oui, très par vite en hasard, bas. Donc, tu y voilà. es très vite. Ouais. À titre d'indication, après, je pense qu'on pourra fermer notre parenthèse championnat suisse. Ça représente quel genre de budget un club européen en Suisse? Pas forcément les deux top clubs qui, j'imagine, il y a un gouffre financier après, mais quand tu joues la troisième ou la quatrième place, c'est quoi le budget et tu estimes à combien de l'investissement que Ineos mettrait pour se donner de bonnes chances de jouer des places européennes? C'est très dur à sortir des chiffres Je sais, de budget je ne en t'aide pas Suisse. trop, mais... Non, c'est vraiment la question piège. J'ai failli ne pas répondre d'ailleurs. Mais non, mais en Suisse, c'est très compliqué. Il a failli parce rage que- quit. Ouais, Allez, salut. ouais, on parle très peu de finances dans les clubs et c'est très dur de trouver des informations sur les budgets des clubs. On sait que Bâle maintenant a des soucis un petit peu financiers. Ils ont revu leur budget à la baisse. IB, qui est vraiment la grande équipe des 2 dernières années, je veux même pas avancer un montant au risque de dire des bêtises. Mais après, le championnat suisse, c'est pas forcément une question de moyens parce qu'on voit que des clubs qui ont un budget pour jouer les 4 premières places se retrouvent barragistes, et des clubs qui ont tout pour tomber, finir 10e, jouent la 7e et 8e place. Donc c'est vraiment très compliqué de dire. Et le budget fait rien en Suisse. Donc à part Bâle et IB qui sont vraiment au-dessus, le reste, ça se joue vraiment à rien. Ok, bon, du coup, ouais, c'est un championnat très ouvert et c'est pas ça qui va prendre le budget mercato de l'OGC Nice, que je sens bien certains commencer à dire à la première recrue du Lausanne Sport. Mais c'est là que va notre argent et tout. Bon, il y a déjà eu une recrue au Lausanne Sport, c'est Marc-Fred Zwingli, je prononçais juste. Il est arrivé en provenance de Naples, mais il a été formé au LS. Il a juste fait une petite saison de transition à Naples. C'est un joueur de 18 ans qui joue au latéral. Ils essaient de ramener la famille LS, quoi. Ouais, exactement. Tous les mecs formés, ils les rapatrient, quoi. Aussi au Lausanne Sport, Giorgio Contini, donc l'entraîneur qui a été confirmé à la tête de l'équipe par Bob Radcliffe, pas plus tard qu'hier soir, dans une émission de sport suisse. Il a confirmé que Giorgio Contini était là, parce qu'à un moment, on avait des idées un peu farfelues qui étaient arrivées sur la table, comme quoi Dante il allait bientôt reprendre le Lausanne Sport en tant qu'entraîneur. Non, Giorgio Contini sera l'entraîneur du Lausanne Sport la saison prochaine. La saison prochaine, mais quand Dante aura pris sa retraite dans un an, peut-être que... Ah, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs un peu folles qui sont sorties suite à l'éviction de Pablo Iglesias au poste de directeur sportif. Là, on s'est dit, ouais, ok, donc Nice, ils vont envoyer tous les mecs chez nous. Et on verra le futur. Mais... Ok, bon. En tout cas, merci de ta venue dans Avantinissa, Baptiste. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Web Session pour cette saison?
vu que c'est ton club de cœur. Alors, pour le FC Sion, ça va être compliqué. Match clé ce soir pour savoir si on devra passer par des barrages. Et quand je disais qu'un club avec un budget des 4 premiers devait jouer le barrage, je pensais notamment au FC Sion, qui a un joli budget pour le championnat suisse, mais qui devra sûrement passer par des barrages contre Vaduz, qui est un peu le Monaco de la Suisse, puisque Vaduz, c'est Liechtenstein, mais il joue dans le championnat suisse. Donc voilà, des petits barrages. Et puis sinon, pour le GC Nice... Il doit y avoir autant de public qu'à Monaco aussi, mais bon, ça c'était gratuit, pardon. Voire peut-être même plus. Mais sinon, du côté de l'OGC Nice, une belle saison et que je puisse vite revenir voir un match à l'Allianz Riviera. Parce que ça fait un petit moment que j'ai plus mis les pieds à Nice, dû au confinement. J'étais venu juste en février, juste avant que tout ferme, et j'espère revenir le plus rapidement possible. Et avec du monde, si possible. Même nous, on attend ça aussi. Hein. Ouais. Même en étant prêt, en étant pas en Suisse, on a hâte aussi, je t'assure. Bon, et si t'as un petit déplacement européen à nous conseiller en Suisse, ça serait quoi ? Dans les clubs qualifiés, est-ce qu'il y en a un ? Dans les clubs qualifiés, j'espère. Où il y a un peu d'ambiance, tout ça. Alors, IB, ça peut être pas mal, mais c'est un terrain synthétique, donc c'est pas super. Après, vraiment, une équipe qui a très bien joué et qui a un public assez fou, c'est vraiment le FC Saint-Gall qui a joué le titre cette saison. On les attendait pas du tout là. Ils ont poussé IB jusque dans leur retranchement. Et c'est vraiment un public, un stade incroyable. Bon, c'est un petit peu loin de chez moi. Donc, pour moi, je veux qu'ils chopent Servette. On va se te prendre sur la, sur la route, sinon. On fait un blabla-car, t'inquiète. Exact. Et sinon, oubliez pas, sur le compte Hop Suisse, il y a l'article pour découvrir Jordan Lotomba avec Jérémy Manière qui a évolué avec lui durant une saison et demie au Lausanne Sport. Très bien. Merci beaucoup de ta venue, de toutes tes infos. Merci pour l'invitation. De rien. Cédric, on se retrouve très vite, un peu quand l'actualité le permettra. Je pense qu'on se fera ça tranquillement après le prochain match de l'OGC Nice. C'est le 8 août face au Red Bull Salzbourg. C'est ça, on devrait retrouver Brice normalement pour le prochain épisode. Voilà, on espère, parce qu'à chaque fois il nous dit t'inquiète, prochain numéro je suis là, mais en attendant, il faut bien qu'on assure l'intérim. Et puis sauf si Coutinho et Cavani débarquent dans la semaine, je pense qu'on va attendre tranquillement la prochaine. Ça devrait aller. La fin du stage en Autriche. Messieurs, bonne fin de journée. Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices d'avoir passé même pas cette heure, c'est 3 quarts d'heure avec nous. Et puis on vous dit à bientôt dans un prochain numéro d'Avanti Nice. Merci.